Bonjour à tous, vous écoutez la section 4.11 sur les aimants permanents de physique NYB. Bonne nouvelle, c'est une petite section, il n'y aura aucun calcul dans cette section-là, donc je pense que ça va être une section bonbon, c'est la fin du chapitre 4, mais c'est correct comme ça parce que ça contient quand même des notions très importantes pour la suite. Ça fait une bonne transition entre le chapitre 4 et le chapitre 5, parce qu'aussitôt qu'on tombe dans le chapitre 5, il y aura beaucoup de ces notions-là d'aimants permanents qui vont être réutilisées. Donc, c'est une petite section, mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas importante. Au contraire, il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Donc, objectif de cette section-là, on veut décrire les propriétés d'un aimant permanent et on veut comparer ce champ magnétique-là, fait par un aimant permanent, avec le champ généré par une boucle de courant. Le champ fait par une boucle de courant, on a déjà une bonne idée de ce que ça fait, là, mais on reviendra là-dessus puis on va le comparer entre les deux. Donc, il existe essentiellement deux grandes familles d'aimants. La première qu'on appelle électroaimant, le nom l'indique, ça prend un courant électrique pour créer un champ magnétique. Et ce champ magnétique-là, créé par le courant électrique, va agir comme un aimant. On le verra dans un instant, là, de quoi ça a l'air, ça, un électroaimant. L'autre grande famille, c'est ce qu'on appelle les aimants permanents. Les aimants permanents, c'est par exemple tout ce qui est aimant sur le frigo ou les aiguilles d'une boussole. On s'entend, il n'y a pas de courant qui passe dans les aimants qui sont sur le frigo chez vous. Donc, comment ces éléments-là font pour être magnétiques? Ben, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la composition de ces objets-là qui produit eux-mêmes son propre champ magnétique. Et là, le quatrième point ici, on dit le champ magnétique provient de l'alignement du moment dipolaire magnétique des électrons constituant l'aimant. OK, cassez ça, l'alignement du moment dipolaire magnétique des électrons. Je vais essayer de vous résumer ça, OK? Regardez bien. Vous avez fait certains cours de chimie, hein? Vous avez quand même une bonne idée de comment est fait un atome, OK? Si on prend un atome très simple, disons l'atome d'hydrogène. On a un noyau qui contient un seul proton. Autour de ce noyau-là, il y a un nuage de possibilités qui contient là, essentiellement l'électron. Dans le cas de l'hydrogène, il y a un seul électron. Bon. Pour le bien de la vulgarisation que je m'apprête à faire, supposons que l'électron tourne autour du noyau dans le plan de ma feuille. Ici. OK? Puis on va dire, là, tiens, il tourne comme ça. Bon. Ben, imaginez-vous donc un électron qui se déplace. C'est quoi ça, un électron qui se déplace? Ben, c'est du courant. C'est du courant à l'échelle de grandeur des atomes. OK? Fait que si mon électron se déplace dans ce sens-là, sens antihoraire, ben, on peut s'imaginer que ce petit électron-là qui se déplace, il est en fait en train de produire un courant dans le sens inverse. Une petite boucle de courant dans le sens inverse qui est tout simplement due au déplacement des électrons. Bon, mais ça, c'est ce qu'on appelle le moment dipolaire magnétique des électrons. Autrement dit, quand tous les atomes qui constituent un objet, mettons que je prends un atome là, qui constitue un aimant que vous avez sur le frigo, ok? Ça, c'est un atome. Si je regarde l'atome d'à côté, qui lui aussi est fait de la même façon, comme ça, comme ça, ben, ça veut dire que cet atome-là aussi crée un petit courant dans le sens inverse, là, comme ça. OK? Bon, et ainsi de suite. Là, on peut s'imaginer des millions d'atomes. Mais quand tous les atomes sont alignés comme ça, là, quand tous les atomes vont être dans le plan de ma feuille, ben, on s'entend que chacun de ces atomes-là vont créer un petit champ magnétique parce que c'est des petites boucles de courant. OK? Puis si on se souvient des sections précédentes, on sait que quand il y a du courant qui circule dans une boucle, on peut trouver la direction du champ magnétique avec la règle à main droite. On enroule les doigts dans le sens du courant. Donc dans ce cas-ci, si je l'applique sur ma situation ici, mon courant il circule comme ça, donc j'enroule mes doigts comme ça. On voit que mon pouce rentre
dans la feuille. Donc dans ce cas-ci, ce premier atome-là ferait un champ magnétique qui rentre dans la feuille. L'autre d'à côté, ben, vu qu'il est pareil, il fait la même chose. Et ainsi de suite. Fait que là, je vais avoir une quantité phénoménale d'atomes, mais s'ils sont tous alignés sur le plan de ma feuille, ben, chacun des atomes vont faire un petit champ magnétique dans la même direction, et ainsi de suite dans les deux dimensions, là. Et donc, c'est ce qu'on veut dire par alignement du moment dipolaire magnétique des électrons. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se déplacer, ces électrons-là. Mais s'ils se déplacent tous selon le même plan, leur petit champ magnétique va être dans le même sens, et donc globalement, quand on va additionner tous les champs magnétiques faits par toutes les molécules, ben là, soudainement, l'objet en tant que tel va être magnétique. C'est ça qu'elles font, les aimants sur votre frigo. Même chose sur l'aiguille d'une boussole. OK? Bon. Évidemment, pour obtenir un objet comme ça, il faut qu'on s'arrange. On verra tantôt comment on fabrique un aimant comme ça. Mais pour l'instant, mettons ça de côté et allons voir la différence, essentiellement, différence et ressemblance, je devrais dire, là, entre un électroaimant. Électroaimant, c'est ça. Vous voyez, c'est une boucle de courant. Donc, on a un courant qui circule et avec la règle à main droite, si vous enroulez vos doigts dans le sens du courant, vous allez voir que votre pouce, à l'intérieur de la boucle, il pointe vers le haut. Ça veut dire qu'au centre de la boucle, le champ magnétique, il pointe vers le haut. Sauf qu'aussitôt qu'on est à l'extérieur de la boucle, ben là, notre champ magnétique, il sort par le haut, mais il faut qu'il rentre par le bas. Okay? Parce que les lignes de champ magnétique, il faut qu'ils commencent à quelque part puis qu'ils reviennent finalement à leur point de départ. Donc, c'est pour ça que ça va boucler comme ça, là. OK? Vers le haut, mais ça revient par en bas, comme ça. Donc, ça, c'est les lignes de champ créées par une boucle de courant. Okay? Je reviens à mon histoire de l'électron qui tourne, là. Quand mon électron tourne autour d'un noyau, ben, on comprend que ça fait une petite boucle de courant microscopique. Mais là, vous le voyez là, en 3 dimensions. Là. Imaginons que ça, là, c'est le courant créé par mon petit électron qui se déplace. Ben, vous voyez, ça crée un champ magnétique. C'est un infiniment petit champ magnétique, mais il est là pareil. Okay? Bon. Donc ça, électroaimant, ça nous prend un courant pour avoir là, un champ magnétique. L'aimant permanent, on a l'exemple classique ici d'un bâton là, qui est aimanté. Là. Ce bâton-là, dans le fond, qu'est-ce qu'il contient? Ben, il contient une très grande quantité d'électrons qui sont alignés, que leur plan de rotation est aligné, ce qui fait que tous leurs champs magnétiques sont alignés. Donc, imaginons que le bâton, là, qui est l'élément permanent que vous venez de voir, ça contient tous mes petits champs magnétiques faits par les électrons. S'ils sont tous bien alignés, c'est bien important, s'ils sont tous bien alignés, ça va faire un objet qui est magnétisé. Si par contre, je décide de prendre un bout de métal et que tout leur champ magnétique... OK, regardez, je vais vous le dessiner ici. Là. Mettons que ici, je vais vous dessiner l'orientation du champ magnétique faite par tout plein de petits électrons. Bon, si j'ai un premier électron ici qui, lui, crée un champ magnétique vers le haut. OK, c'est correct. L'électron d'à côté, lui, fait un champ magnétique comme ça. L'électron d'à côté, lui, fait un champ magnétique comme ça. L'électron là fait comme ça. Fait que là, vous voyez que, dans le fond, mes électrons, dans ce cas-ci, font des champs magnétiques qui sont très désordonnés. Hein? C'est un peu le bordel, là. Bon, quand c'est désordonné comme ça, là, si j'additionne ce petit champ magnétique-là avec ce petit champ magnétique-là, avec celui-là, et ainsi de suite, ben globalement, je vais me retrouver avec rien. Je me retrouverai pas avec un champ magnétique qui, globalement, pointe dans une direction. Donc, le résultat, c'est que ici, j'aurai un bout de métal qui n'est pas magnétisé, parce que tous les électrons sont désalignés. Mais dans ce cas-ci, je vais me retrouver avec un bout de métal qui est magnétisé, parce que tous les électrons ont été alignés. Okay? C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et donc, quand ils sont tous alignés dans un bout de métal, mettons
ça c'est un exemple, c'est un aimant permanent ça, ben là, tous les champs magnétiques vont s'additionner, puis ben ça va donner quelque chose comme ça. Chaque fois qu'on a un aimant permanent, cet aimant-là possède un pôle nord et un pôle sud. Le pôle nord, essentiellement, c'est de là que mes lignes de champ magnétique vont sortir, hein, puis elles vont revenir là, pour rentrer par le pôle sud. OK? Bon, puis là, imaginons que votre aimant permanent qui est là, si vous la prenez plus petite, mettons qu'on rétrécit là, la hauteur de l'aimant permanent ici, ben, vous remarquez que dans le fond, il y a une très grande ressemblance entre le champ magnétique fait par un électroaimant et celui fait par un aimant permanent. Hein? Bon, ici, c'est moins... les lignes de champ sont moins rondes qu'ici, mais c'est juste dû au fait que mon aimant ici est plus long. Okay? Encore une fois, coupez-la en deux, vous allez voir que finalement, ça a la même allure. C'est les mêmes types de lignes de champ magnétique. C'est juste que d'un côté, les lignes de champ ont été faites par le courant, tandis qu'ici, les lignes de champ ont été faites par les petits électrons qui sont en train là, de faire des micro-boucles de courant là, autour des noyaux. OK? Bon. Mais donc, oui, tout ça pour dire que dans le cas des électroaimants aussi, il y a un pôle nord et un pôle sud aussi, là. On ne l'a pas montré sur le schéma ici, mais si on se dit que le pôle nord, c'est l'endroit où les lignes de champ vont sortir de l'objet, puis le pôle sud, c'est là où ils vont rentrer, ben ici, on aurait la même chose. On aurait un pôle nord en haut, juste en haut de la boucle, puis on aurait un pôle sud juste en bas de la boucle. Okay? Très important, on ne peut pas isoler un pôle nord et un pôle sud. Si vous prenez un aimant, qui, évidemment, a un pôle nord et un pôle sud, puis vous décidez de la couper en deux, ben, ce que vous allez obtenir, c'est deux nouvelles aimants qui ont chacune un pôle nord et un pôle sud. Donc, non, il n'est pas possible d'isoler un pôle nord. Tu sais, pensez, mon exemple, là, va diverger un peu du sujet ici, là, mais pensez au pôle nord géographique de la Terre. S'il y a un pôle nord géographique sur la Terre, ben c'est nécessairement parce qu'il y a un pôle sud. Ça ferait pas de sens de dire que la planète a un pôle nord, mais pas de pôle sud. Ben non. Par définition, si elle a un pôle nord, ben c'est parce qu'à l'opposé, il y a un pôle sud. OK? Comprenez? C'est la même chose avec les champs magnétiques ici, puis les aimants. S'il y a un pôle nord, c'est nécessairement parce qu'il y a un pôle sud à quelque part. Fait que si tu coupes ça en deux ici, ben ça va donner deux plus petites aimants qui vont être moins puissantes, mais ça va quand même être deux aimants. Puis chacune de ces deux aimants-là va encore avoir un pôle nord et un pôle sud. OK. On peut rapprocher deux aimants, comme vous l'avez probablement déjà expérimenté dans votre vie, là. Si vous prenez deux aimants, puis vous décidez d'approcher leurs deux pôles opposés l'un avec l'autre. Donc, autrement dit, là, tiens, je vais le faire avec mon schéma, là. OK. Ma boucle d'en haut, un pôle sud en bas, un pôle nord en haut. Même chose avec ma boucle d'en bas. Si vous approchez de cette façon-là, le pôle sud de la boucle d'en haut avec le pôle nord de la boucle d'en bas, ce sont deux pôles opposés, donc ça va s'attirer. Ici, donc, il y aura une attraction entre les deux boucles. Et à l'inverse, là, c'est pas ça qu'on voit dans l'image, mais vous avez certainement déjà expérimenté ça. Si vous prenez deux aimants puis vous essayez de les coller, puis là, soudainement, vous n'êtes pas capable de les coller. Parce que les aimants se repoussent. Quand ça se repousse, ben c'est parce que sans le savoir, vous êtes en train d'essayer de coller deux pôles identiques ensemble. Donc, vous ne pourrez pas coller deux pôles nord ensemble ou bien deux pôles sud ensemble. Là. Si c'est un aimant suffisamment puissant, là, ça se repousse et il n'y aura pas de façon pour vous de les coller ensemble. Bon, OK, je reviens aux aimants naturels. Tantôt, je vous ai dit, pour avoir un aimant naturel, il faut aligner tous les petits plans de rotation des électrons ensemble, de telle sorte que globalement, ça va créer un champ magnétique dans une direction. Comment on fait pour créer ça? Parce qu'il y a des morceaux de métal qui sont magnétiques, puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, comment nous, l'être humain, avons fait pour créer des aimants sur votre frigo, par exemple? Okay? Donc, essentiellement, pour faire ça, il faut forcer les électrons à s'aligner
pour que leurs plans de rotation soient tous parallèles, de telle sorte que le champ magnétique total, quand on va l'additionner, va être dans une seule et même direction. Donc, comment faire ça? Ça nous prend un matériel qu'on appelle ferromagnétique. Matériel ferromagnétique, c'est un matériel qui peut avoir des propriétés magnétiques. Donc, essentiellement, ça nous prend un suffisamment grand nombre d'électrons qui ont des orbites. Bon, j'épargne les détails, là, c'est pas particulièrement important de savoir ce que c'est ici, mais on peut pas faire ça avec n'importe quel matériel, c'est juste ça qu'il faut retenir ici, là, hein. Ou vous pourrez pas produire une barre de savon ferromagnétique, par exemple. Ça n'existe pas, là, OK? Donc, ça nous prend certains types de matériaux. Bon. À partir du moment qu'on a ce type de matériel-là, pour le rendre magnétique, on va le faire fondre, évidemment en augmentant sa température. Et quand il est fondu, ben là, on va plonger le matériel fondu dans un champ magnétique extérieur. Okay? Soit créé par un électroaimant ou soit créé par une autre aimant naturel. Et donc, en faisant ça, vous comprenez que le métal qui est fondu, ben, par définition, il n'est plus solide. Donc, les atomes et les molécules qui le composent peuvent se réorienter n'importe comment. Ben, pas n'importe comment, mais ils peuvent se réorienter parce qu'ils sont plus coincés ensemble. C'est rendu un liquide, là. Quand c'est un liquide, donc, ben, les petites molécules peuvent effectuer des rotations, ils peuvent se déplacer et tout ça. Donc, quand on va plonger le liquide dans un champ magnétique extérieur, ben là, ce qui va se passer, c'est que chacun des petits plans de rotation, chacun des petits électrons qui sont en rotation vont s'aligner avec le champ magnétique extérieur. Okay? Et là, quand ça c'est fait, maintenant, on peut laisser refroidir le métal fondu. Il va redevenir un solide, mais en redevenant un solide, l'orientation des plans de rotation des électrons va se j'ai pas le terme, là, va se cimenter, il va rester comme on l'avait aligné. Il va rester tel quel, dans le solide. Et donc, de cette façon-là, on a réussi à forcer tous les électrons à créer un petit champ magnétique dans la même direction. Et pour faire l'inverse, si vous avez quelque chose qui est magnétique et vous voulez le démagnétiser, ben, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, vous prenez votre aimant, vous le faites fondre, en l'amenant évidemment à une température très élevée. Et quand il fond, ben là, c'est rendu un liquide. Donc, tous les petits champs magnétiques faits par chacune des atomes vont pouvoir se déplacer, avoir une rotation et tout ça. Et là, vous le laissez se resolidifier tout seul, sans le plonger dans un champ magnétique extérieur. Et donc là, à ce moment-là, ben, vous aurez désaligné tous les champs magnétiques et donc vous aurez détruit comme ça là, le champ magnétique total là, de l'objet. Okay? Donc, ça vous donne une idée de comment on fait des aimants permanents. Bon, la fabrication, la méthode de fabrication en tant que telle, on ne posera pas de questions là-dessus. Là, c'est plus de la connaissance générale. Ce qui est vraiment important ici, là, je vous dirais, c'est de comprendre comment les électroaimants fonctionnent, savoir positionner où est le pôle nord sur une boucle de courant. Évidemment, là, faites attention, là, ça dépend du sens du courant. Okay? Ici, le courant circule comme ça, en sens anti-horaire, donc pôle nord en haut, pôle sud en bas. Si le courant circulait dans l'autre sens, ben, ça serait l'inverse. Okay? Donc ça, il faut être capable de faire ça. Puis il faut être capable de comprendre, ben, si je vous donne deux électroaimants puis que je les place une par-dessus l'autre dans cette situation-là, est-ce qu'ils vont s'attirer? Est-ce qu'ils vont se repousser? Ça, il faut être capable de comprendre ça. Et bon, même chose avec l'aimant permanent. Il faut savoir, le pôle nord, qu'est-ce qu'il a de spécial versus le pôle sud. Les lignes de champ magnétique pointent de où à où. Et aussi, juste comprendre là, ce qu'on avait appelé là, l'alignement du moment dipolaire magnétique des électrons. Ça veut dire le petit plan de rotation de l'électron, là. Hein, il tourne, il fait un petit courant, et ce courant-là, ben, ça fait un petit champ magnétique. Si tous les champs magnétiques sont alignés, champ magnétique total. Bon, voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment une section là, de compréhension. Il y a des exercices à faire dans le livre, mais c'est surtout des questions là, de concept, là, de comprendre comment fonctionnent les aimants et tout ça. Donc, pas de calcul, mais c'est quand même quelque chose d'important.
Donc, voilà. C'est tout pour le chapitre 4. Je vous laisse là-dessus. Et prochaine section, ben, on commence chapitre 5. Donc, ce sera 5.1. D'ici là, portez-vous bien.